Café et chocolat, l'entreprise et l'éducation, sur la même longueur d'onde. Bonjour madame, bonjour messieurs. Les sociétés contemporaines font face à une multitude de transitions majeures, écologiques, numériques, énergétiques ou encore démographiques. Sous ces influences, c'est l'économie elle-même qui se transforme et s'adapte à ces changements. C'est pourquoi il nous a semblé intéressant de débattre au cours de cette table ronde du thème « L'économie en transition ». Pour cela, nous avons réuni au micro 3 invités. Tout d'abord, Pierre Planchon, associé, membre du COMEX de KPMG France, responsable du métier audit. Nous avons également Pierre Couder, manager au sein du métier audit de KPMG France. Et enfin, Tiffaine Vatin, étudiante à l'ESSEC et membre de Rêve FM. Alors tout d'abord, quels sont selon vous les changements les plus importants qui touchent nos économies aujourd'hui ? Et nous pourrions commencer par exemple avec Monsieur Planchon. 2 choses qui sont en train de se produire, la digitalisation et la mutation énergétique et climatique. Depuis plusieurs années maintenant, une transformation s'est ébauchée là-dessus. Sur la digitalisation, si je commence par ça fait longtemps que l'informatique existe. Et ce à quoi on est en train d'assister, grâce à la puissance incroyable dont sont dotées maintenant les machines, c'est le passage de l'informatisation simple qu'on a connue à robotisation et intelligence artificielle. Et là, on est en train de reprendre une courbe quasiment exponentielle. Donc on est dans des sociétés industrielles, voire post-industrielles, et on est en train de revivre une forme de révolution industrielle. Deuxième chose, la décarbonation, la lutte contre le réchauffement climatique. Et là, on y est poussé par des événements climatiques notamment, et une détérioration de l'environnement qui est en train de prendre énormément d'importance et d'avoir des conséquences humaines, sociologiques, financières énormes. Et on est en train de passer du stade, on va dire, de la communication, de la sensibilisation, au stade de l'action, dans la façon dont sont fabriqués, transportés, distribués les produits, la façon dont les entreprises envisagent leur approvisionnement énergétique. Et ça se passe sous la contrainte d'autres éléments qui sont une grande volatilité et une grande incertitude, que ce soit dans les marchés, dans les phénomènes économiques, mais aussi sur le plan politique, géopolitique, voire militaire. Donc tout ça est en train de se faire en même temps, la crise Covid étant un accélérateur et un symbole à la fois de ces éléments-là. C'est un phénomène d'une amplitude incroyable, donc volatilité. C'est un phénomène qui est né à un bout du monde et qui a ensuite contaminé tout le reste du monde, donc stabilité géopolitique. Et puis c'est un phénomène qui a accéléré très fortement la digitalisation dans les quelques mois. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Tiffaine Vatin, par exemple ? Oui, bonjour. Moi, je parlerai du besoin de souveraineté des États à cause des tensions géopolitiques, mais aussi de la baisse de la démographie. Et je compléterai le point sur la transition écologique de Monsieur Planchon. Je pense que le besoin de souveraineté à cause des tensions géopolitiques s'illustre beaucoup aujourd'hui avec notamment la relocalisation. On peut prendre l'exemple de la production des semi-conducteurs à Taïwan. Il y a un plan énorme qui est fait en France, en Europe surtout, avec l'Allemagne qui a gagné beaucoup d'appels d'offres, et principalement aux États-Unis pour récupérer ce que TSMC fait aujourd'hui à Taïwan. Je pense que concernant la démographie, on a tous en tête cette phrase « La Chine sera vieille avant de devenir riche » et la démographie va baisser plus vite que les estimations. On s'attendait à une baisse autour de 2100, ce sera plutôt autour de 2050. Et donc, il va falloir augmenter la productivité et la production par personne qui travaille pour pouvoir maintenir les économies actuelles, le système de santé, le niveau de vie, et surtout trouver comment financer la dépendance des personnes âgées qui vivront dans ces économies vieillissantes. Et enfin, pour financer le stade de l'action de la transition écologique dont M. Planchon parlait, on va avoir besoin d'investissements énormes. On parle de 50 milliards par an en France, autour de 500 milliards au niveau européen, pour justement assurer la transition écologique et atteindre la neutralité carbone en 2050. Et donc, pour trouver comment financer cette transition écologique, on va avoir besoin d'adapter notre économie. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter, Monsieur Couder ? Je vais essayer d'être un
tout petit peu plus original, enfin, quoi que vous étiez très originaux, sur le fait que je pense qu'il y a donc 3 choses aujourd'hui qui sont très importantes. Donc, il y a l'intelligence artificielle, les impressions 3D et puis évidemment les énergies renouvelables. Concernant l'intelligence artificielle, ce qu'on lit énormément, c'est que d'ici 2030, au niveau mondial, il y aura donc 15,7 milliards de dollars qui seront insérés au sein de notre économie suite à la création de diverses intelligences artificielles. Donc l'intelligence artificielle est donc étudiée dans tous les domaines tels que la médecine, pour diagnostiquer des maladies. On le connaît par exemple avec Cardiologues, qui est une société qui va pouvoir justement analyser un grand nombre de radios. On va avoir aussi donc les conduites autonomes et aussi donc tout ce qui va être lié à la sécurité routière et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Après, une chose qui moi me tient à cœur depuis quelques années, c'est aussi les impressions 3D. Je lisais un livre en 2014 donc de Jeremy Rifkin qui s'appelle Le coût marginal zéro, et il met en avant le fait que plus tard tout va tendre vers peut-être un coût marginal proche de zéro, des coûts de plus en plus faibles, et notamment liés à l'impression 3D. Donc ça va être l'impression 3D donc de petits objets ou même de bâtiments, puisque ça existe déjà sur certaines maisons. Donc l'impression 3D, c'est également utilisé dans le domaine médical pour produire des prothèses sur mesure et même des organes artificiels. Et enfin, on en parlait juste avant par vous, Tiffaine et Pierre. Donc l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, notait que les investissements dans l'énergie renouvelable avaient dépassé les investissements dans les combustibles fossiles en 2020. Et comme tu le rappelais, Tiffaine, que les énergies renouvelables pourraient fournir près de 90% de l'électricité mondiale en 2050. En vous entendant parler, notamment par rapport à Rifkin, on voit donc que le développement de l'IA et donc du numérique et en particulier de l'IA peut être un risque. Et donc, est-ce que selon vous, le développement de l'IA serait un risque non seulement pour l'emploi, mais aussi pour des questions géopolitiques, avec peut-être une hégémonie américaine qui serait aujourd'hui contestée par la Chine? Monsieur Couder, allez-y par exemple. Je voyais que selon une étude de l'OCDE, il y avait donc à peu près 14% des emplois dans les pays de l'OCDE qui seront à haut risque donc d'automatisation, et que 32% seraient susceptibles de subir des changements majeurs. Donc les emplois les plus menacés sont ceux qui sont aujourd'hui ceux qui sont automatisables, donc des emplois peu qualifiés ou répétitifs, donc dans des secteurs tels que la fabrication, la construction et les services alimentaires. Je voyais une étude de Gartner qui disait que l'automatisation pourrait d'un autre côté créer même des emplois parce qu'elle en élimine, mais cela dépendra aussi donc de la manière dont les entreprises et les États et les gouvernements iront gérer la transition vers une économie numérique. Donc, en effet, donc il y a la formation et la mise en niveau des compétences des travailleurs qui seront essentielles pour que les travailleurs puissent s'adapter à un marché du travail en évolution. Donc ça, ce sont des risques qui sont plutôt liés à l'emploi. En termes de risques politiques, je vois que, par exemple, l'IA a de plus en plus d'effets dans nos économies. Par exemple, aux États-Unis, on a Google, Amazon et Microsoft. Du côté de la Chine, on a Huawei, Tencent, Alibaba. Et on connaît tous le problème des guerres cybernétiques et aussi le grand scandale qui a eu lieu avec Facebook et le grand scandale donc Cambridge Analytica. Donc là-dessus, je pense que les États doivent légiférer tout ce qui va toucher autour de ces nouvelles technologies. Et après, de savoir si c'est la Chine ou les États-Unis qui iront en premier, ça, je laisse le futur s'exprimer. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Monsieur Planchon? On est en train de vivre une révolution industrielle, comme on l'a évoqué. Moi, je ferai référence à Schumpeter et la destruction créatrice. C'est pas la première fois que ça arrive. C'est souvent une question de gestion du rythme entre la destruction des anciens emplois et des nouveaux. Pour l'instant, pour ce qu'on a pu observer, il faut quand même avoir en tête que si on utilise l'intelligence artificielle, en fait, elle fonctionne avec des données et des algorithmes. Les algorithmes sont programmés par des hommes. Et les données, la question se pose de la validité de ces données. En fait, en même temps, on a ChatGPT qui peut écrire n'importe quoi à partir des données publiques. Et en même temps, on sait que si on laisse un robot conversationnel travailler tout seul sur Internet, il peut finir par développer des thèses nazies. Donc, quand je rapproche les deux, je me dis qu'il y a un besoin de contrôle à la fois sur les données de base, sur la validation des hypothèses, sur le maintien d'un esprit critique qui font qu'on n'est pas prêt de voir disparaître l'intervention humaine. Et dans le métier qu'on fait, par exemple, ce qui est frappant, c'est que pendant 150 ans, on s'est fondé sur des sondages, sur des échantillons. La puissance de l'intelligence artificielle fait que maintenant, on peut, au contraire, non plus faire des échantillons, mais faire des filtrages, des corrélations, des profilages sur des populations de millions de données. Et au lieu d'avoir un échantillon de 200 factures en triant selon son niveau de conscience professionnelle pour ne pas tomber sur une anomalie ou pour trouver l'anomalie qui est à trouver, on passe les 2 millions de factures et on trouve les 200 atypies
dont certaines sont des vraies anomalies, d'autres sont des faux positifs. Et l'intervention humaine, à ce titre-là, dans l'expérience qu'on en a depuis 4-5 ans maintenant, c'est la même qu'avant, sauf qu'elle est concentrée sur 200 éléments intéressants au lieu d'être concentrée ou dispersée sur 200 éléments inintéressants. Donc je pense que la valeur ajoutée de l'esprit humain, en termes d'esprit critique et de validation, elle ne va pas disparaître. Simplement, il faut s'adapter à cette nouvelle situation. Donc tout à l'heure, vous m'avez parlé, donc on vient de parler de la transition numérique. J'aimerais revenir sur la transition écologique. On voit que les critères ESG sont de plus en plus présents, notamment sous la forme de fonds à impact au sein des fonds d'investissement, mais également dans les projets de décarbonation des entreprises, notamment industrielles. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on assiste à une véritable volonté de rendre nos économies plus durables ou à une énième stratégie marketing surfant sur la transition écologique? Monsieur Planchon, par exemple. En fait, l'ESG, c'est très très large. Ça touche l'environnement, bien sûr, et on parle en premier lieu de l'empreinte carbone parce que c'est le plus facile à mesurer pour l'instant. Mais quand on va aller sur des sujets de biodiversité, d'impact sur la biodiversité, la mesure de l'impact et la mesure des actions qu'on pourrait prendre va être beaucoup plus compliquée. Et puis il y a toute la partie sociétale, droits humains, sur laquelle on vit dans un monde qui est assez hétérogène. La notion des droits humains en Chine ou en France, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, ce qu'on observe aujourd'hui dans les entreprises, c'est qu'il y a une réelle volonté d'améliorer les choses. Alors, pas purement par altruisme, c'est drivé par deux considérations majeures. Il y en a une qui est le fait qu'un business model qui existe aujourd'hui, s'il n'évolue pas, pourrait disparaître demain. Et donc, si on a une stratégie à long terme de développement, voire de simple maintien, on est obligé de prendre des mesures sur son approvisionnement énergétique, son type de produit, les politiques de sous-traitance qu'on peut avoir, etc. Puis un deuxième qui dérive du premier, mais qui est peut-être un aiguillon un peu différent, c'est le comportement des analystes et des marchés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les asset managers, les banquiers, sont amenés à prendre des décisions de financement ou d'investissement qui sont conditionnées par le niveau d'action réelle en termes ESG des entreprises. Et ça leur est imposé en partie par la réglementation et en partie par leur stratégie qui est de dire « je ne veux pas investir dans un véhicule qui va faire un bon rendement pendant 3 ans et qui dans 5 ans sera mort ». Donc, il y a un véritable mouvement qui est en train de se passer, à la fois chez les investisseurs et dans les entreprises. Et nous, on le voit parce que là où, il y a 5 ans, on était dans une logique où essentiellement on revoyait les rapports et la communication qu'on faisait sur des engagements, aujourd'hui, on a des missions concrètes sur la refonte complète d'une politique d'approvisionnement en énergie ou la refonte complète d'un circuit de distribution. Et on ne dépense plus des dizaines ou des centaines de milliers d'euros, on dépense des millions et des dizaines de millions d'euros. Donc c'est ça qui fait penser que ce n'est pas du marketing, on est en train de taper dans la façon dont une usine est structurée, dont un réseau de distribution ou de logistique sont structurés. Et au milieu de toutes ces transitions, quel serait le rôle du manager aujourd'hui ? Bien, disons que le rôle du manager au milieu de ces transitions est crucial parce qu'il a la responsabilité donc de guider les équipes au travers des changements technologiques et veiller à ce que les entreprises restent compétitives et pertinentes donc dans un monde en constante évolution. Donc il y a plusieurs choses qui moi me marquent en tant que manager, ça va être donc le leadership, la formation et le développement pour les juniors, les seniors, les personnes qui sont en dessous de moi, la communication et l'adaptabilité. Donc pourquoi le leadership ? Parce que nous en tant que manager, on doit être donc des leaders pour notre équipe, pour nos équipes. Donc, on doit montrer l'exemple et donc on doit motiver les membres de nos équipes et adopter les nouvelles technologies, s'y adapter et se former aussi à ces compétences numériques. Donc, concernant la formation et le développement, nous, on doit aussi s'assurer que les équipes nous disposent des compétences et des connaissances nécessaires. Quand il y a un petit trou, quand il y a une lacune, on doit faire preuve de pédagogie et donc d'accompagner. On doit aussi encourager et faciliter les formations et le développement. Et on doit, quand c'est possible, je pense, créer même du mentorat et créer des opportunités d'apprentissage aux personnes qui sont plus jeunes. Concernant la communication, en tant que manager, on doit être donc de bons communicants, peut-être même éloquents quand on y arrive, en expliquant justement les changements, les objectifs de manière claire et en faisant en sorte que chaque membre de l'équipe comprenne son rôle dans la transition. Et on doit aussi créer un environnement de communication ouvert et où les membres donc de l'équipe peuvent poser des questions et exprimer leurs préoccupations. Et donc aussi rester adaptable. Donc on doit être prêt à s'adapter aux changements technologiques et à encourager les innovations dans les entreprises et rester ouvert toujours aux nouvelles idées et aux nouveaux processus. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Monsieur Planchon ?
Ça me rappelle mon premier jour en école de commerce. On nous a expliqué que le management, c'était l'art de l'allocation des ressources. Le manager, c'est celui qui décide sur quoi il met les ressources financières, humaines, intellectuelles. Et là, ce dont on est en train de parler, c'est de transition où justement, il va falloir investir des ressources à des endroits différents pour changer des compétences, pour passer plus de temps sur certains sujets et moins sur d'autres. Et donc ça va être la clé de la compétitivité. Il y a le top management, la direction générale qui définissent les grandes orientations stratégiques en fonction des contraintes que j'évoquais. Est-ce que mon activité est viable? Est-ce qu'elle doit se transformer? Est-ce que mes investisseurs me suivent? Est-ce qu'ils ne me suivent pas? Derrière, c'est les managers qui vont effectivement opérationnaliser ça, faire des choix de promotion, des choix de formation. Donc le sujet est absolument clé. Alors encore plus dans des métiers comme le nôtre, où chez nous, les personnes, les hommes, les femmes, c'est le produit, le canal de distribution, l'usine. Et donc le manager, chez nous, il a un rôle encore plus clé qu'ailleurs. J'aimerais revenir un petit peu sur la numérisation de l'économie. Aujourd'hui, il y a une tendance qui est un peu en train de s'imposer, c'est qu'avec cette numérisation, on a des entreprises globales qui sont en train de se créer et qui, on l'a vu, sont parfois même plus influentes que des pays. Je pense notamment aux sanctions imposées à la Russie par des entreprises comme Apple, Meta ou encore IBM, ou même à l'aide militaire apportée par SpaceX à l'Ukraine. Est-ce que, selon vous, l'économie de demain sera-t-elle régie par des méga-firmes technologiques qui pourraient donc remettre en cause l'influence qu'ont toujours eu finalement les pays jusqu'à présent? Personnellement, je pense pas. Je pense que d'abord, les États gardent l'ascendant sur ces méga-firmes technologiques. Et plus que ces méga-firmes, je pense surtout que les firmes technologiques regroupées auront plus de pouvoir ensemble que les méga-firmes seules. Par exemple, concernant les États et l'ascendant qu'elles gardent sur ces méga-firmes, et en reprenant l'exemple de la guerre en Ukraine, Starlink a ouvert son réseau en Ukraine parce que SpaceX est américain et que les États-Unis soutiennent l'Ukraine. Mais si on prend l'exemple de la Chine, qui a gardé une position plutôt neutre sur le conflit, on voit qu'aucune méga-firme technologique chinoise n'a pris de position en Russie ou en Ukraine. Donc on remarque quand même que les États gardent un certain contrôle sur ces méga-firmes. Et puis aujourd'hui, on est dans un monde où tout va très vite, un monde VUCA avec un besoin d'agilité. Et plus on est gros, moins on a d'agilité. On peut prendre l'exemple d'OpenAI, par exemple, qui, il y a quelques semaines, n'était pas du tout connu du grand public. Et aujourd'hui, tout le monde comprend ce que l'on dit lorsqu'on parle de ChatGPT, alors qu'on ne le voyait pas venir il y a quelques mois. On peut aussi prendre l'exemple inverse de Nokia, qui paraissait être une future méga-firme technologique, un géant qui paraissait invulnérable et qui pourtant a disparu. Donc pour moi, les méga-firmes n'auront pas ce contrôle sur l'économie, mais leur rôle sera évidemment indéniable. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, peut-être, Monsieur Couder? Il est certain que les entreprises technologiques mondiales ont acquis donc une influence considérable dans l'économie mondiale grâce à leur capacité à innover rapidement et à s'adapter aux nouvelles technologies. Cependant, je pense donc ça signifie pas nécessairement que l'économie de demain donc sera régie par des méga firmes technologiques, parce que d'une part, il est important de noter que la réglementation et les lois antitrust peuvent limiter la croissance et l'influence de ces grandes entreprises. Et les gouvernements peuvent imposer des amendes et des réglementations plus strictes pour réduire leur pouvoir de marché, comme ça a été le cas avec Google et Facebook en Europe. D'autre part, l'innovation technologique peut également provenir de petites entreprises ou de start-up. Donc l'histoire de l'innovation technologique est remplie d'exemples de petites entreprises qui ont perturbé les grandes entreprises établies. Donc les exemples qui sont maintenant connus, Airbnb et Uber, elles ont commencé petites et elles ont changé la façon dont les gens voyagent et se déplacent. Et malgré une concurrence qui était avant très féroce par des grandes entreprises du secteur. Après, une anecdote que j'aime beaucoup, c'est quand Tim Cook est venu en France pour rendre visite à Emmanuel Macron. La première personne qui est allée rencontrer, c'est le directeur de l'entreprise Eldim à Hérouville-Saint-Clair dans le Calvados. J'ai fait mes devoirs avant de venir, Fred Camp. Et donc, cette société donc d'une centaine de salariés, une simple petite PME, est à l'origine de la reconnaissance faciale sur les iPhones aujourd'hui. Donc, je pense qu'il est probable que l'économie de demain sera marquée par un équilibre entre les grandes entreprises technologiques et les startups innovantes. Et donc, tout en cherchant à apporter des solutions créatives et efficaces. Mais le rôle du gouvernement sera crucial pour réglementer et soutenir un écosystème entrepreneurial diversifié et sain. Donc finalement, que ce soit d'un point de vue macro, au niveau des pays, des lignes directrices, on va dire, ou même du manager, on voit qu'il y a quand même, dans tous les cas, que ce soit pour la transition écologique ou la transition numérique, l'instauration d'une certaine éthique et de lignes directrices qui paraît nécessaire. Mais dans le même temps, notre système économique se base de plus en plus sur les données pour fonctionner efficacement, donc les données des utilisateurs, bien sûr. Et donc, selon vous, que devrions-nous accepter ou refuser en tant que consommateurs dans ce nouveau système économique?
Tiffaine Vatin? Je pense que déjà, on peut s'estimer un peu heureux parce qu'en Europe, c'est le consommateur qui possède la donnée avec le GDPR notamment. Et ce n'est pas forcément le cas aux États-Unis où l'entreprise a tendance à posséder la donnée des consommateurs, et en Asie où c'est généralement l'État qui possède cette donnée. Mais globalement et à l'échelle mondiale, on voit qu'il y a cette tendance à donner à l'utilisateur et au consommateur de plus en plus de possibilités de réduire la dispersion de ces données, avec Apple qui a mis en place sur un iPhone la possibilité de quasiment donner aucune donnée lorsqu'on utilise une application ou en utilisant un moteur de recherche. Et pour moi, on doit surtout avoir conscience de ce que donner ces données signifie. Mais une fois qu'on est conscient de cet impact et de la valeur de nos données, c'est un choix subjectif. Je pense qu'en général, les gens n'en ont pas suffisamment conscience. Et personnellement, je suis assez sensible et donc consciente sur les contenus très concrets tels que les photos, les mots de passe, les emails. Mais je pense que, par contre, je n'ai pas assez conscience de la valeur monétaire de mes données en général et de ce que je peux laisser comme données sans m'en rendre compte. Merci beaucoup. Monsieur Couder, peut-être, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Il est vrai que donc, la collecte et l'utilisation des données des utilisateurs, c'est devenu un élément clé de l'économie numérique, avec des entreprises comme Google, Facebook, Amazon, qui s'appuient sur des données pour offrir des services personnalisés et améliorer leur efficacité. Après, demain aussi, l'intelligence artificielle occupera une place prépondérante dans nos vies et notamment aussi dans les questions de sécurité. Donc l'urgence est donc de relever le défi juridique inhérent à cette technologie, comme on l'a vu avec le patron de Facebook, je le rappelais juste au début, qui s'est servi donc de l'intelligence artificielle dans le cadre des votes et puis du Congrès américain sur l'affaire Cambridge Analytica. Mais en tant que consommateur, il est important de comprendre que nos données sont collectées et utilisées, comme le disait Tiffaine, et aussi la politique de confidentialité des entreprises. Donc il est important de savoir ce que nous acceptons de partager avec ces entreprises et ce que nous souhaitons garder privé. Le problème étant que je me rappelle d'un cours où un prof de droit nous avait demandé qui d'entre vous a lu la politique de confidentialité de Facebook. Absolument personne ne l'avait lu, mais de toute évidence, elle avait déjà changé et elle changera dans l'heure qui suivait. Donc, ça reste un sujet où c'est important de trouver sa place, mais il est important aussi donc de mettre en avant et de soutenir les entreprises qui ont des pratiques éthiques en matière de collecte et d'utilisation de données. Donc, certaines entreprises ont adapté des politiques qui limitent la quantité de données qu'elles collectent et garantissent que les données sont anonymisées ou supprimées après une période de temps spécifique. Et enfin, il est important d'être conscient des conséquences éventuelles de nos choix en matière de protection de la vie privée. Comme le rappelait Tiffaine aussi, en acceptant donc de partager certaines données, on peut bénéficier de services personnalisés et de fonctionnalités améliorées, mais ça peut également nous exposer à des risques de piratage, de surveillance ou d'exploitation de données. Par exemple, un test ADN, ça coûte à peu près 1 000 € en France quand on veut faire justement une analyse de notre ADN, alors que certaines sociétés proposent pour 60 € d'analyse de notre ADN de voir nos origines ethniques et donc d'envoyer ça aux États-Unis. Le problème étant qu'en envoyant ces données à l'étranger, on n'en est plus maître et ça peut créer de gros problèmes. Évidemment. Une question pour Monsieur Planchon. Comment un grand cabinet d'audit et de conseil comme KPMG s'inscrit-il dans cette mutation de l'économie? À 3 titres. D'abord, on est un acteur économique, comme les autres. On est une entreprise de 11 000 personnes en France et de presque 300 000 dans le monde. Ensuite, comme facilitateur dans notre rôle de conseil. Et pour finir, comme tiers de confiance en tant plutôt qu'auditeur. Comme acteur économique, nous, on est devenu entreprise à mission il y a un peu plus d'1 an pour justement matérialiser les engagements qu'on peut prendre sur l'amélioration de la société telle qu'elle est et de la planète et montrer que quand on est un acteur économique de cette taille-là, on se doit d'intégrer des dimensions qui sont au-delà de l'économique. Et sur le plan de la digitalisation, on a fait des efforts très considérables de digitalisation de nos métiers. Donc on a investi massivement là-dessus. Aujourd'hui, on a développé au niveau mondial plus de 400 solutions digitales pour livrer nos audits, dont une 30aine en France. Et depuis 2017 ou 2018, où on n'en faisait pas, aujourd'hui, on a cette année plus de 15 000 livrables digitaux qui ont été créés pour supporter nos opinions d'audit. Et je m'attends à ce que ce chiffre monte probablement aux alentours de 90 ou 100 000 dans les 4 ans qui viennent. Maintenant, comme facilitateur, comme consultant, je vais donner 2 exemples. On a créé et développé une activité blockchain et cryptoactif il y a 2 ans.
Et c'est quelque chose qui connaît une énorme croissance. Et puis, on a créé un centre d'excellence ESG. Il y avait une quarantaine de spécialistes en développement durable. On a maintenant 150 membres du centre d'excellence ESG et cet effectif croît tous les jours. Et ça, c'est des gens qu'on met au service de nos clients pour les aider à redéfinir leur politique, leur processus, leurs produits, leur stratégie parfois. Puis enfin, comme tiers de confiance, quand on a la casquette de l'auditeur, du commissaire aux comptes, cher à mon cœur, on est complètement investi dans les comités d'audit où on rend compte de nos travaux. Le sujet des risques cyber, le sujet des droits d'accès est un sujet qui était, il y a 10 ans, nice to have et une remarque habituelle sur le contrôle interne. C'est devenu un sujet majeur d'opinion et ça peut devenir un point bloquant alors que ça n'était pas avant. Et sur le plan du développement durable, de l'ESG, on est en train de former les 3000 auditeurs haute diligence de l'organisme tiers indépendant qui certifie la DPEF et on est en train de faire monter leurs compétences sur la taxonomie et sur la CSRD avec comme objectif en 2026 que les auditeurs soient complètement capables de livrer eux-mêmes cette partie-là de l'audit, puisqu'on s'attend à une convergence et à une prévalence du reporting intégré entre le financier et le non-financier, au travers notamment de la sortie des normes ESRS et des normes EFRAG et IASB sur la façon dont on audite ce reporting-là. C'est toi une question plutôt pour les plus jeunes. En tant que jeune professionnel ou futur jeune diplômé, quelle est votre perception de ces transformations ? Quelles incidences auront-elles à votre avis sur votre parcours professionnel ? Ma perception, c'est qu'on est à l'aube d'une ère presque exclusivement tech. Et donc, pour une future jeune diplômée, pour rentrer dans une entreprise, il va devenir fondamental d'avoir une expérience tech, qu'elle soit professionnelle ou au moins dans une formation. Et puis, je pense qu'avec principalement le développement de l'intelligence artificielle, les métiers, par exemple, de développeurs ou de journalistes tels qu'on les connaît aujourd'hui vont disparaître. Et comme le disait Monsieur Planchon, l'intervention humaine va rester nécessaire, mais d'une toute autre manière. Et on assiste effectivement à une nouvelle révolution. Comme ça a été le cas avec la révolution industrielle, les métiers se sont fondamentalement transformés. Donc aujourd'hui, on ne connaît pas la moitié des métiers qui existeront d'ici 10 ou 15 ans. Et donc, en tant que futur jeune diplômé, on est formé à des métiers qui n'existent pas encore et qu'on ne connaît pas. Mais on va devoir s'appuyer sur cette intelligence artificielle pour augmenter nos capacités. Et vous, Monsieur Couder, en tant que jeune professionnel, qu'est-ce que vous en pensez ? Mais je voyais justement hier un TED donc de Carol Dweck qui s'appelle Not Yet, qu'on peut retrouver sur YouTube ou même sur le site de TED. C'est une professeure donc à l'université de Columbia et d'Harvard et elle a donné des conférences dans des groupes d'enseignement, d'hommes d'affaires, de sportifs dans le monde entier. Elle a eu les plus grandes distinctions du monde sur la psychologie et elle a été justement reçue à la Maison Blanche et ses travaux avaient permis de faire des conférences avec le président Barack Obama et Michelle Obama. Et elle rappelle une chose, c'est que les individus peuvent être placés donc sur un continuum selon leur vision implicite de l'origine de leur capacité. Donc certains pensent que leur réussite est basée sur une capacité innée et d'autres sont considérés comme ayant une théorie de l'intelligence fixe. Et il est important de rappeler qu'il y a une courbe d'apprentissage chez les personnes qui nous entourent et notamment par exemple les personnes qui peuvent travailler avec nous. Et qui est important donc de prendre conscience que l'on peut progresser mais qu'il faut aussi s'en donner les moyens. Et elle rappelait quelque chose qui est assez important, c'est que face à un problème, il est intéressant de ne pas avoir la réponse toute faite et rapidement, mais de pouvoir faire travailler ses méninges. Et le fait d'avoir des réponses parfois trop rapides risque de réduire les connexions neuronales. Et moi, ce qui me fait un petit peu peur aujourd'hui, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, on a peut-être un risque d'imbécilisation de la société lorsqu'on sait que toutes nos données, enfin toutes nos questions, toutes nos réponses peuvent être instantanées. Donc, encore une fois, j'ai hâte de voir le futur et voir de quelle manière le QI va évoluer dans les prochaines années. Donc, pour conclure notre émission, peut-être Monsieur Planchon ? Je trouve que c'est hyper intéressant de vivre dans cette époque-là, avec cette accélération qui est en train de se produire. Et en réfléchissant à ça, je me disais, je ne saurais trop conseiller la lecture de Isaac Asimov, le cycle fondation et le cycle des robots. Le cycle fondation, c'est intéressant, c'est un empire intergalactique qui s'écroule sous le poids de sa propre lourdeur administrative et une espèce de start-up qui est créée aux confins de la galaxie et qui est conçue pour reprendre la place pour qu'en fait, la galaxie ne tombe pas dans une ère de chaos et de retour en arrière.
Donc, comment on substitue la vivacité d'une start-up à l'échelle d'une galaxie à la lourdeur d'un empire un peu trop vieillissant. Et tout ça est fondé sur une science, la psychohistoire, qui réclame une quantité de manipulation de données absolument incroyable et qui intègre dans les sciences dures mathématiques les concepts historiques, sociologiques. C'est un bouquin qui est... en fait, c'est des séries de nouvelles qui ont été assemblées en bouquin après, qui a été écrit dans les années 50. Et en parallèle, il y a un cycle des robots qui a été écrit à peu près sur la même période, qui raconte comment l'homme et le robot coexistent et comment l'homme fixe des lois au robot et comment ces lois-là fonctionnent ou fonctionnent pas. Et à la fin, je spoil un peu, mais il faut que vous ayez le courage de lire les 2 séries jusqu'au bout, les 2 séries se rejoignent. Celle de Fondation et de l'Empire intergalactique et celle du cycle des robots. Donc, je vous engage à le lire en anglais, parce que la langue d'Asimov est plus intéressante en anglais, parce que je trouve que c'est très éclairant pour ce qu'on est en train de vivre, pour des choses qui ont été écrites pour certaines il y a 70 ans, et pour d'autres, il y a quand même probablement une 40aine d'années. Merci pour le conseil de lecture. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ? On entend souvent la phrase « c'était mieux avant », nos parents. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on vit on est dans une société dans laquelle les changements sont omniprésents. Et je trouve que c'est un environnement hyper stimulant et que ça donne justement encore plus envie de découvrir ce que le futur nous proposera. Et je conclurai quasiment sur la même chose. C'est une ère géniale qui s'ouvre avec exactement des enjeux planétaires énormes pour l'avenir. Et même si toutes ces transitions ont fait naître beaucoup de questions et de doutes, je pense que justement, plus il y a d'incertitudes et plus il y a d'opportunités pour l'avenir. Merci beaucoup, merci Tiffaine Watin, merci Pierre Planchon, merci Pierre Couder pour cette émission pour Rêve FM en partenariat avec KPMG. Café et chocolat, une émission de Radio KPMG et de Rêve FM.